Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsules audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Après les préparatifs, ce petit format me permet de chroniquer notre grand voyage pour lequel nous sommes partis fin août 2024. Vous savez tout de la préparation d'un tel projet. Désormais, je vais vous raconter comment ça se passe sur les routes, nos belles découvertes, mais aussi nos doutes et nos galères. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette capsule, je voulais prendre 2 petites secondes pour vous souhaiter une merveilleuse année 2025. Que vous ayez de grands ou de petits projets de voyage, je vous souhaite de titiller votre curiosité et celle de vos enfants, de vous créer de beaux souvenirs ensemble, que ce soit tout près ou très loin de la maison. De notre côté, l'année a très bien commencé aux Philippines. Personnellement, j'ai commencé 2025 à 6h du matin le 1er janvier avec une vue époustouflante dans un lagon de Coron. Et comme tout le monde dormait encore, je suis partie toute seule en kayak jusqu'au Twin Lagoon. C'est un lagon parmi les plus prisés de Coron. Il est toute la journée envahi de bateaux. Et ce lagon, je l'ai eu pour moi toute seule, alors que le soleil commençait à peine à pointer le bout de son nez au-dessus des roches karstiques qui l'entourent. C'est vraiment un moment que j'ai savouré, si vous saviez. Toute seule dans mon canoë, j'ai essayé de fixer dans ma mémoire toute cette beauté et l'immense privilège que j'ai eu d'être là. En tour du monde, on voit tellement de belles choses et on vit tellement de belles expériences qu'une fois rentré, on a parfois du mal à croire que cette vie-là a été notre quotidien. Plusieurs voyageurs m'ont raconté ce drôle de sentiment du retour, comme si tout cela n'avait pas existé. Alors, je fais ce que je peux pour ancrer toutes ces expériences dans ma mémoire et en moi, en espérant qu'au retour, tout cela paraisse encore réel. Je ne sais pas si ça marchera, d'autant que j'ai souvent du mal à croire que nous sommes réellement en train de vivre cette aventure que j'avais tant de fois imaginée. Mais bon, tout n'est pas que bonheur et beauté dans notre voyage. Il y a un petit sujet qui est très régulièrement un sujet de tension entre nous. Il s'agit de la nourriture. Je n'en ai encore jamais parlé, je crois, dans les précédentes capsules, ni même sur Insta. Et pourtant, il y a à dire, après 4 mois et demi passés en Asie. Alors, pour vous planter le décor, il faut que vous sachiez que nos enfants sont très difficiles d'un point de vue culinaire. Ils n'aiment pas grand-chose, et surtout, ils ont le très gros défaut de n'avoir quasiment aucune curiosité dans ce domaine. Donc, un aliment ou un plat nouveau, c'est forcément mauvais, c'est suspicieux. Que ce soit en voyage ou à la maison, c'est pareil. En fait, c'est un sujet de tension aussi dans notre quotidien à la maison en France. Quant à moi, si je peux être assez difficile, j'ai au moins la qualité de ne pas accorder trop d'importance à ce que je mange. Si c'est poulet riz à tous les repas, ça me va. Je n'ai pas besoin de varier les plaisirs et il n'y a pas grand-chose qui me manque au point de vue de nourriture pendant ce tour du monde. Ludo, lui, il aime beaucoup de choses, mais pour lui, c'est important de varier les repas. Donc, poulet riz à tous les repas, il en a ras-le-bol. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, dès le départ, on pouvait se douter qu'avec le profil de notre famille, que ce serait un peu un sujet qui ne serait pas facile à gérer pour nous. D'ailleurs, depuis le début, c'est vraiment un sujet, la nourriture, que Ludo avait pointé du doigt en disant que c'était un peu ce qui lui faisait peur. Alors pour moi, pas du tout, parce qu'en fait, j'avais déjà acté dans ma tête qu'en Asie, les enfants ils mangeraient du riz et des noodles. En Océanie, on va cuisiner nous-mêmes, donc ce sera comme à la maison, les mêmes problèmes qu'à la maison. Et en Amérique du Sud, là par contre, ça va être compliqué, mais bon, c'est comme ça quoi, que voulez-vous. C'est déjà acté dans ma tête. Et donc dans la mesure où moi j'ai anticipé les désagréments, disons que ça passe beaucoup mieux une fois qu'on est dedans. Mais malgré cela, à peu près au bout de 3 mois, j'en ai eu vraiment ras-le-bol. Et j'avais hâte qu'on quitte l'Asie juste à cause de ça, de cette histoire de repas. Parce que chaque repas, et bon, ça revient quand même souvent, c'était une source de dispute entre Ludo, qui ne voulait rien lâcher sur la variété, le fait de goûter des choses nouvelles, etc., et les enfants qui, eux, ne voulaient toujours rien goûter, ou presque. Alors, après le poulet friri en Indonésie, ils ont beaucoup alterné entre pâtes, pizza et frites. Voilà. C'est sûr que c'est pas génial, quoi, d'un point de vue, apport nutritionnel, c'est plus que bof. Bon, moi, franchement, j'ai assez vite lâché l'affaire. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est un an un peu gâché d'un point de vue culinaire, mais tant pis, ils mangeront mieux plus tard.
Du coup, c'est vrai que je soutenais pas trop Ludo dans sa quête de varier les plats, de faire goûter aux enfants plein de choses différentes. Et du coup, j'ai subi pas mal les altercations quotidiennes. Donc en fait, Ludo, il passait un temps infini à chercher des restaurants qui conviendraient aux enfants. Et puis eux, ils rallient systématiquement sur les propositions. Donc après une semaine quand même où ça m'a particulièrement pompé l'air, j'ai convoqué un conseil de famille. C'était le deuxième du voyage. Au final, on s'est pas vraiment assis autour d'une table pour discuter. J'ai dit hop, 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 et puis finalement tout le monde a dit un peu. On marchait dans la rue, je m'en souviens. Voilà, tout le monde a un peu balancé ses trucs, mais au moins on s'est parlé. Donc on n'a pas vraiment trouvé de solution, mais à partir du moment où tout le monde peut dire ce qui le dérange, ça permet quand même de faire un pas vers l'autre et d'améliorer la situation. Donc suite à ça, Ludo a mis un peu d'eau dans son vin. Les enfants ont arrêté de râler systématiquement. Et au final, c'est surtout moi qui ai gagné dans l'histoire parce que du coup, il y avait plus de tension particulière. Chacun a fait un petit pas vers l'autre. Alors, j'ai parlé de ce sujet quand même à des copains voyageurs qu'on a vus quelques fois. Et en fait, c'était pareil dans leur famille. Très difficile de faire manger les enfants. Bon, ça m'a un peu rassurée, mais en fait, ça m'a surtout surprise, je dois dire. Parce que j'avais jamais entendu de témoignage sur ce sujet, je crois. Et à la réflexion, je ne suis pas sûre que j'avais moi-même posé la question à des voyageurs dans les podcasts et tout ça. Comme pour moi, c'est pas vraiment un sujet la nourriture parce que je m'en fiche un peu. Comme je vous disais tout à l'heure, si je mange tous les jours pareil, c'est pas grave. Du coup, c'est vrai que je pose pas spontanément la question et donc j'avais jamais eu ce retour-là. Et c'était jamais apparu comme un point difficile d'un voyage au long cours en famille. Comme quoi, petite découverte ici. Enfin bref, quand même, après ma petite mise au point avec tout le monde, notre dernier mois et demi en Asie s'est quand même beaucoup mieux passé de ce point de vue-là. Et tout le monde a vraiment pris sur soi pour éviter d'envenimer les choses. Ludo et les garçons ont vraiment joué le jeu. Donc Ludo s'est un peu assoupli et puis les enfants ont plus accepté aussi de goûter nos plats. Bon, c'est plus Ludo qui s'est assoupli que les enfants qui ont fait des efforts, mais quand même un petit peu. Et du coup, j'étais plus particulièrement pressée de quitter l'Asie parce que c'était devenu un petit peu un point noir et là j'en avais ras-le-bol. Je me suis dit vivement qu'on change. Mais là finalement, après ça, tout est passé très vite. Donc quand j'ai commencé à écrire cette capsule, on était à l'aéroport en transit entre les Philippines et l'Australie. Et vraiment, j'étais triste de tourner cette page asiatique. Le dernier mois aux Philippines s'est passé tellement vite. Franchement, on a adoré. Après, point de vue alimentation, je me disais chouette, on va retrouver un peu quelque chose de plus diversifié et plus comme on a l'habitude. Donc ça, c'était positif. Mais pour tout le reste, je me suis dit mince, quoi. Alors, est-ce que c'est parce que c'est déjà quand même... c'est le premier acte du tour du monde qui se termine, déjà 4 mois et demi. Tout est passé très vite. Je sais pas trop. Mais bon, même si j'étais vraiment très très heureuse d'arriver en Océanie, d'arriver en Australie, j'étais un petit peu triste que cette page asiatique se referme. Et donc, alors que nous venons de changer de continent, puisque j'enregistre cette capsule depuis l'Australie, comme je vous en avais déjà parlé dans une précédente capsule, je voulais essayer de dresser un peu le bilan de ces 4 mois et demi en Asie, et surtout des différences qu'on a constatées, différences mais aussi similitudes finalement, qu'on a constatées entre les différents pays d'Asie qu'on a traversés. Donc pour rappel, on a passé 1 mois en Indonésie, alors forcément qu'un petit bout d'Indonésie, parce que l'Indonésie c'est plein de voyages en un finalement, donc nous on a fait Java et Bali. On a passé quelques jours en Malaisie, en ville, entre Kuala Lumpur et Malacca, donc là vraiment on connaît presque rien de la Malaisie. On a passé 2 semaines dans le nord de la Thaïlande et puis après ça, tout à la fin on a repassé quelques jours à Bangkok. On a passé 3 semaines dans le nord du Laos, 3 semaines au Vietnam, essentiellement sur la côte, 2 semaines au Cambodge et 1 mois aux Philippines. Et avant de partir, j'avoue, je mettais quand même plusieurs pays un peu dans le même sac. Toute la partie Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge. Les 4 voisins, là, pour moi, c'était quand même assez similaire en termes de tourisme, d'expérience, de plein de choses, d'ambiance et tout ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc, il y a vraiment beaucoup de différences entre ces pays.
Enfin, en fait, évidemment, c'est comme si on disait France, Allemagne, Italie, Espagne, tout ça c'est pareil. En fait, non, il y a quand même beaucoup de différences. Ce préjugé-là était idiot, bien sûr, mais bon, quand on voit ça de loin, quand même, vu d'Europe, voilà, j'avais un petit peu cette idée préconçue, sans avoir vraiment pris beaucoup de temps pour y réfléchir. Alors, bon, j'ai fait une petite liste là de plein de sujets qui nous ont marqués. Certains sont similaires entre quelques pays, et puis il y a des différences avec d'autres, c'est différent partout. Enfin bref. Donc, je voulais commencer d'abord les salles de bain dans les logements. Bon, alors je vous en ai déjà parlé, hein, en râlant un peu parce que ça saoule un peu au bout d'un moment ces salles de bain où quand tu prends ta douche, t'arroses tout. Mais donc les salles de bain, ça a été pareil. Par contre, là sur les 4 mois et demi. Donc, une pièce, de préférence petite, dans laquelle se trouve lavabo, toilette et douche. Jusque-là, rien d'exceptionnel, hein. Salle de bain d'hôtel, c'est souvent comme ça. Mais bon, il n'y a jamais de bague de douche, il n'y a jamais de rideau de douche ou de paroi de douche. Quand on prend sa douche, on arrose tout. On est au milieu de la salle de bain et on arrose tout. Alors quand même, quand c'est bien organisé, on a des petites claquettes à disposition pour après utiliser la salle de bain quand le sol est mouillé, mais on peut garder les pieds au sec. Donc ça, c'est pas mal. Et on en a souvent trouvé quand même, sauf aux Philippines. Alors là, jamais. Eux, ils n'ont pas intégré le concept des claquettes pour garder les pieds au sec. L'autre point commun dans ces salles de bain, c'est le petit boîtier électrique dans la douche qui chauffe instantanément l'eau. Alors l'installation est plus ou moins sécurisée, hein, on va pas se mentir. On n'a jamais eu de problème, mais bon, quand même, avoir une installation électrique directement à côté du pommeau de douche, bon, c'est surprenant. Et par contre, c'est quand même assez incroyable comme ça marche bien, ces trucs-là, parce que c'est quasiment instantané pour avoir de l'eau chaude. Ça chauffe hyper bien, hyper rapide. Et dernier point commun, tant qu'on est dans la salle de bain, point commun aussi à tous les pays qu'on a traversés, c'est le petit jet pour se nettoyer après être allé aux toilettes. Et il y a bien du papier toilette, par contre, et c'est pas du tout pour les touristes, c'est pour ensuite essuyer ses petites fesses mouillées. Et bien sûr, on ne met pas le papier dans la cuvette, on le met dans la petite poubelle qui est à côté, parce que sinon on bouche les toilettes. Donc nous, en bons Européens, en bons Français, en fait, on utilisait le papier pour s'essuyer. Et au début, je me disais, mais c'est dégueu quand même de mettre ces papiers après dans la poubelle, parce qu'on garde la poubelle peut-être un jour ou 2 ou 3. Enfin bref, ça dépend qu'on est dans l'hébergement. Je trouvais ça un peu dégueu, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça s'utilise, quoi. Donc voilà, ça c'est les points communs vraiment. Petit point hygiène, on a retrouvé ça dans tous les pays qu'on a visités. Un autre point commun aussi à tous les pays asiatiques qu'on a visités, hein. À chaque fois, je parle que de notre propre expérience, sauf pour les Philippines, c'est le fait de retirer ses chaussures avant d'entrer quelque part. Alors c'est évidemment vrai pour les bâtiments religieux, hein, les temples, on enlève ses chaussures, mais aussi à l'hôtel, dans le bus de nuit. On a même eu le cas dans le bar-restaurant de notre hôtel à Korong Samloem parce que on arrivait en direct de la plage, et hop, avant de rentrer, c'était demandé d'enlever ses chaussures, on rinçait nos pieds dans une petite bassine, et après comme ça restait propre, quoi. On dégueulassait pas tout. Par contre, ouais, vraiment aux Philippines, on n'a quasiment jamais vu, je crois, cette habitude. Peut-être une fois ou deux, ou alors dans les endroits, oui, aussi à l'hôtel. Je me souviens à Sikijor, la Marissa, là, l'hôte, elle enlevait ses chaussures ses claquettes avant de rentrer dans la chambre. Mais bon, comme c'est elle qui faisait le ménage, elle avait bien conscience que c'était pénible de ramener plein de sable. Mais sinon, voilà, on l'a très peu vu. On a aussi trouvé partout que les gens, et principalement les hommes, fumaient énormément dans tous ces pays d'Asie. Vraiment assez impressionnant de ce point de vue-là. Avant d'aller, ah oui, un autre sujet, pas trop marrant, mais qu'on a quand même, je pense, pour beaucoup en tête. Et moi, je l'avais en tête principalement avant d'aller en Indonésie. En fait, c'est la présence des déchets plastiques partout. Alors en fait, tout au départ, quand on faisait notre itinéraire, franchement, j'avais très peur de ça pour l'Indonésie parce que j'avais vu des reportages, parce qu'on entend souvent parler que Bali c'est dégueulasse, etc. Et donc je me suis dit bon allez, ça va être beau les paysages, mais bon si à chaque fois tu marches sur un parterre de déchets pour accéder au truc, j'avais pas envie quoi. Bon, je suis heureuse d'avoir finalement changé d'avis et d'être allée en Indonésie, hein. Mais j'avais vraiment peur de ça quoi, des déchetteries à ciel ouvert, les emballages plastiques qui jonchent les plages, les rues, etc. Et finalement, c'était pas si pire. Donc évidemment il y en a, hein, et pas qu'un peu. Mais ça m'a moins choqué qu'en Inde ou en Égypte, par exemple.
Et bon, alors je sais, j'en prends conscience en fait en disant ça, que ma perception du coup de ce sujet des déchets en Asie, elle est un petit peu faussée parce que j'avais déjà vu ailleurs. Et puis aussi parce que je m'attendais à un truc tellement énorme que finalement c'était moins quoi. Donc je me dis tiens, pas si mal. Bon, quand même il y en a pas mal. Et ce qui est très choquant, c'est quand même l'usage impressionnant des emballages plastiques à usage unique dans la street food, les night markets là. C'est super, hein, mais tout, absolument tout, est emballé dans des petits sachets transparents en plastique. C'est un truc de fou, quoi. Donc évidemment, c'est des choses qui se mangent très vite et hop, ça va directement à la poubelle, quoi. C'est un truc de fou, la consommation quand même de plastique, c'est effrayant. Et aussi, je me disais, j'avais un peu cette idée que étaient ramenés sur les plages, les côtes et tout ça, finalement nos déchets d'occidentaux, hein, qui étaient envoyés. J'avais aussi vu des reportages de ça, comme tous les déchets qu'on n'arrive pas nous à gérer, c'est envoyé par container en Asie. Puis après, c'est plus ou moins bien traité, souvent moins bien. Et du coup, ça se retrouve dans la mer, sur les plages, etc. Donc, je me sentais un peu responsable, enfin, en tant qu'occidentale, quoi. Et en fait, bon, quand même, on a souvent vu, allez, souvent. Je voudrais pas exagérer, je voudrais pas trop noircir le tableau, mais on a quand même vu plusieurs fois juste des gens jeter leurs déchets par terre comme ça dans la rue. Hein. Eux, ils s'encombrent pas l'esprit de chercher une poubelle, parce qu'il y en a aussi hein, quand même dans les rues. C'est pas jamais quoi qu'on en trouve. Donc, mais je balance la bouteille plastique à travers la fenêtre de la voiture. Bon, les mégots par terre, on n'en parle pas. Ouais, les trucs des poches, ils vident leurs poches dans la rue quoi. On l'a vu. Donc, il y a oui beaucoup de travail forcément d'éducation, comme ils ont pas conscience vraiment encore des ravages que ça fait sur l'environnement, sur les océans, eux qui mangent énormément de poissons. Les bouteilles en plastique, c'est vraiment un festival hein, partout en Asie. Même si quand même, je dois dire, dans beaucoup de nos logements, il y avait des grosses bonbonnes d'eau qui réutilisent. Alors, je me suis souvent demandé pourquoi l'accès à l'eau potable n'était pas une priorité pour les gouvernements dans ces pays, parce que déjà c'est un enjeu de santé publique, hein, tout simplement l'accès à l'eau, et puis c'est un tel enjeu environnemental. Alors forcément, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. J'imagine quand même qu'il faudrait refaire le réseau complet de canalisation, parce que je sais pas, c'est peut-être en plomb, c'est peut-être, je sais pas, je connais pas bien le sujet, hein, mais c'est probable qu'il n'y ait pas juste à faire couler de l'eau propre au robinet pour que ça marche. En fait, il y a tout ce qu'il y a avant aussi qui est à régler, quoi. C'est aussi un point commun finalement à tous ces pays d'Asie. L'eau du robinet n'est pas potable. Et alors sur les emballages, bonne surprise quand même aux Philippines, parce que là il y a beaucoup moins d'emballages plastiques à usage unique. Dans les magasins et tout ça, et même du coup quand on demande des doggy bags dans la street food, c'est beaucoup des emballages en papier, des sacs en papier ou en carton. Donc vraiment un très gros effort. Les pailles dans les cocktails et tout ça, c'est des pailles en carton, alors que partout ailleurs c'est des pailles en plastique. Donc voilà, petite mention spéciale là pour les Philippines, parce que du coup on a remarqué quoi quand on est arrivé là-bas. Un autre point commun entre tous ces pays, c'est la religion, ou plutôt l'importance de la religion, parce qu'en fait ils n'ont pas tous la même religion hein, dans les pays qu'on a visités. On a croisé 4 grandes religions lors de ces 4 mois et demi. L'islam à Java et en Malaisie, le bouddhisme en Malaisie aussi, en Thaïlande, au Laos, au Vietnam, au Cambodge, l'hindouisme à Bali et le christianisme aux Philippines. Et alors dans tous ces pays, la religion a une place extrêmement importante dans la vie quotidienne et dans l'espace public. Alors, venant de France, on remarque quoi forcément, parce qu'on est tellement attaché à la séparation de l'Église et de l'État. On est tellement attaché à la laïcité, qui d'ailleurs ça en fait des fronts pas possibles. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Là, c'est dans l'espace public, quoi. Les religions sont dans l'espace public, et d'ailleurs même dans des pays qui ne sont pas musulmans, c'est à Manille, donc aux Philippines, on a entendu une mosquée. Et le pays, je sais pas à combien de pourcents, mais peut-être 90%, enfin, c'est un chiffre que je n'ai pas vérifié, mais bon, c'est énorme. C'est un pays chrétien. Et la mosquée, il y a les haut-parleurs et il y a l'appel à la prière qu'on entend, qui est diffusé. Donc vraiment, la religion, peu importe laquelle,
qu'elle soit majoritaire ou pas, elle a sa place dans l'espace public. On a ressenti un peu moins ça quand même au Vietnam et au Cambodge, je dois dire. Les deux endroits où c'était le plus marquant, c'était à Bali et en Thaïlande. Alors pour Bali, elle est surnommée l'île des dieux et on comprend pourquoi. Hein. Ils sont vénérés, priés, choyés dans chaque maison. Dans chaque jardin, il y a un petit temple. Il y a des temples dans chaque village évidemment, mais pas un temple, hein, des temples. Nous, quand on y était, en plus, c'était pour Galungan. Donc, c'est une fête importante qui a lieu 2 fois par an. Pendant cette fête, ils célèbrent les dieux qui descendent sur Terre. Et donc, à Galungan, ils décorent l'île. Mais toutes les rues étaient décorées. Toutes les rues de Bali. Bali, c'est une petite île, mais quand même, quoi. Faut pas exagérer. Toutes les rues, absolument, étaient décorées. Et c'est à chaque fois, donc Galungan, comme je disais, c'est célébré tous les 6 mois environ. Et c'est à chaque fois plusieurs jours de préparation pour toute la communauté. Donc les gens, ça va de travailler en fait pour préparer les offrandes et tout ça. Partout à Bali, il y a des offrandes partout, même sur la plage, dans les petites temples, dans toutes les rues. Enfin, c'est un truc de fou quoi. Et alors en Thaïlande, bon là, festival de temples, tous plus dorés les uns que les autres. Il y en a à profusion. Alors je dois dire qu'on a atterri en Thaïlande à Chiang Mai, où dans le centre historique de Chiang Mai, c'est la folie furieuse des temples quoi. Et un moment à Bangkok aussi, j'ai attendu, Ludo était parti chercher la carte SIM et tout ça, et moi j'étais avec les enfants devant un grand centre commercial. C'est un endroit, honnêtement, où on pourrait croire que c'est une esplanade à Paris, où c'était hyper moderne, limite occidentale, quoi, grande ville. Et là, il y avait 2 petits temples, mais j'avais l'impression qu'ils étaient installés temporairement. À côté, il y avait le petit vendeur de fleurs pour faire les offrandes. Et ça a été un défilé. Et je suis restée, je pense, une bonne heure avec les enfants à cet endroit-là. Ça a été un défilé continu de gens qui venaient prier, qui achetaient leurs fleurs, qui faisaient les offrandes. Ils s'arrêtaient devant les 2 temples, ils récitaient des prières et machin. C'est vraiment très, très impressionnant. Un autre point commun entre tous les pays, et là encore, sauf aux Philippines, c'est le niveau d'anglais. Le niveau d'anglais en Asie, il est au ras des pâquerettes. Il ne faut pas venir en Asie pour espérer progresser en anglais. On a parlé 4 mois et demi en anglais, parce qu'on parlait pas les autres langues. On n'a pas fait de progrès. Hein. Peut-être même on a perdu. Parce que bon, même si c'est évidemment la langue commune avec les touristes, en vrai c'est quand même surtout une galère, parce que ils parlent très mal. Donc si vous avez peur de voyager en Asie parce que vous ne parlez pas très bien anglais, en fait, rassurez-vous, les gens ils parlent encore moins bien que vous. Et d'ailleurs, pour se faire comprendre, il faut s'en tenir à un vocabulaire assez basique, des tournures de phrases assez simples. Genre, si on met pas le verbe, c'est pas grave. Il n'y a pas de verbe dans la phrase. On peut juxtaposer les mots, les uns à la suite des autres, c'est très bien. Comme ça, on va se comprendre. Au Vietnam, et dans une moindre mesure en Indonésie, là, par contre, on a trouvé des champions de Google Translate. Ils pipent pas un mot d'anglais. Bon, j'exagère, hein, bien sûr, je fais des généralités. Évidemment que c'est pas tout le monde, mais bon, on a quand même croisé beaucoup de gens. Du coup, dans des métiers touristiques, quoi. Chauffeur, gérant d'une guest house, gérant d'un restaurant dans une ville ultra touristique, etc. Plein de gens qui pipaient pas un mot d'anglais, mais quand même, ils ont tellement envie d'aider, ils ont tellement à cœur de pouvoir engager la conversation et puis répondre à nos questions, qu'ils trouvent des solutions. Et alors là, eux, ils ont tout compris, Google Translate, ça marche à fond. Et d'ailleurs, avec le vietnamien, c'est hyper efficace. Souvent, donc, ils perdent pas leur temps à écrire leurs phrases, ils dictent. Ça marchait vraiment très 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 bien la traduction, parce que parfois dans certaines langues c'était un petit peu hasardeux, on comprenait pas trop bien ce qu'ils voulaient nous dire, même avec Google Translate. Mais en vietnamien c'était très impressionnant comme c'était correct quoi. Aux Philippines bien sûr le sujet est un petit peu différent parce que l'anglais est une langue nationale. Ils ont été jusqu'à pas aussi longtemps que ça finalement, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été colonisés par les Américains. Donc voilà. Là, on a juste parfois quelques petits problèmes de compréhension à cause de l'accent, mais en fait, ils parlent bien anglais, ce qui est aussi assez reposant finalement aux Philippines. Au niveau des transports, il y a quelques différences à noter entre tous ces pays. En Indonésie, le scooter est roi, au Vietnam aussi d'ailleurs. Et alors, quand après l'Indonésie, on est arrivé à Kuala Lumpur, là, on a eu un choc, que des voitures. Alors, il paraît que la circulation est un enfer à Kuala Lumpur. On n'a pas trop expérimenté, juste une fois, oui, on était pris dans un embouteillage, mais bon, ça peut arriver quoi. Mais là, c'était du coup assez calme, pas de scooter du tout. Dans tous les pays que nous avons traversés, et pour le coup sauf peut-être en Malaisie, il y a des tuk-tuk. Alors c'est pas tous exactement les mêmes tuk-tuk, hein, mais il y a des tuk-tuk. Alors les plus remarquables, on a trouvé, ce sont les tuk-tuk philippins.
les fameux tricycles. Donc en fait, c'est une moto et puis les sièges passagers, ils sont à côté, un peu à la mode sidecar. Au Laos, on a vu des grands tuk-tuk plutôt avec 2 longues banquettes à l'arrière. Donc voilà, d'ailleurs c'était pas mal parce qu'on a voyagé avec mes parents, on était plus nombreux, donc c'était bien que ce soit plus grand. Au niveau des routes, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est nickel. Sauf au Laos. Alors là, c'est un peu chaotique quand même de prendre la route. Au Laos, on a beaucoup voyagé en train et en bateau et c'était très bien. Pour se déplacer, du coup, on a souvent utilisé des applications qui permettent de réserver un taxi ou un tuk-tuk d'ailleurs. Celle qu'on trouve le plus dans toute la zone, c'est Grab. En Indonésie, on a aussi beaucoup utilisé Gojek. Et sinon, c'est selon les pays et les villes. Il y a aussi InDrive, il y a Bolt. Au Laos, on trouve parfois Kokok ou Loka. Bref, il y en a plein de ces applis et ça permet de trouver quand même assez facilement des chauffeurs pour aller d'un point A à un point B en toute sécurité et sans négociation interminable. Ça, c'est un truc que nous, on déteste. C'est passer du temps à négocier, on n'aime pas, on a toujours l'impression de se faire avoir parce qu'on sait pas, etc. Là, au moins, l'application, elle sait pas si on est un touriste ou pas. Donc, voilà, c'est quand même très pratique. Les bus longue distance se sont aussi révélés parfaits. Alors, on les a expérimentés en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge. Et alors, au fur et à mesure, on est monté en gamme, je dois dire. Oui, un bus de nuit, ça peut être très confortable. Donc, ça peut ne pas l'être aussi. Hein. Et d'ailleurs, j'ai un conseil à donner pour les bus de nuit. Parce que j'ai vu passer dans des témoignages de voyageurs, des gens qui disaient, oh là là, le chauffeur roulait à tombeau ouvert toute la nuit, la clope au bec, c'était l'enfer, etc. Donc, nous, on n'a jamais eu cette expérience. Et je pense que c'est un peu grâce à Ludo quand même, parce qu'il a bien choisi les compagnies de bus. Donc le conseil, c'est tout bête, mais en fait, il faut lire les avis sur Google avant de réserver. Et c'est comme ça que Ludo choisissait et éliminait les compagnies de bus vraiment qu'il ne fallait pas prendre. Et on n'a jamais été déçus, vraiment. Nous, ça s'est toujours très bien passé, on n'a jamais eu peur sur un trajet de nuit. Après, sur un trajet de jour, oui, hein, on a déjà eu quand même des chauffeurs essayer de rattraper un petit peu le retard, notamment quand on est rentré au Cambodge, là... C'était pas possible, la chauffeur avait vraiment un fond de balle. Aux Philippines, je pense que tous ceux qui sont passés par là s'en souviennent, entre El Nido et Port Barton, Palawan. Ça monte, ça descend, ça tourne à gauche, ça tourne à droite, parfois tout ça en même temps. Le chauffeur, il est à fond, vraiment à fond. Là, c'était compliqué. Mais l'état de la route, par contre, nickel, quoi. Pour les hébergements, sur nos 4 mois et demi, on a procédé en fait de la même manière dans tous les pays. Et toujours un peu en last minute quand même, à part à la période de Noël aux Philippines où on était 14, et à part aussi la semaine à Luang Prabang où on était 6, où ça c'était réservé longtemps en avance. Mais sinon toujours un peu en last minute, 2-3 jours max à l'avance. On cherchait sur les sites habituels, donc Booking, Agoda, Airbnb. Ludo, c'est Ludo chez nous qui s'en occupe, lui quand il commence à chercher, il va sur Cozy Cozy, qui est un comparateur. Ça permet un peu de voir et puis après il passe sur les autres plateformes pour vérifier les infos, vérifier les prix et puis faire la réservation parce qu'on peut pas réserver sur Cozy Cozy. Ce qui marche pas mal aussi, c'est Google Maps. Franchement, Google en voyage, Google est notre ami quand même. Hein. Sur Google Maps, en fait sur la carte on peut facilement voir des hôtels, il y a des avis et souvent des numéros de téléphone, donc on peut réserver en direct via WhatsApp. Ça évite les frais de plateforme pour tout le monde. Voilà, tout le monde est content. On a partout trouvé facilement des chambres familiales, sauf en Indonésie, où on avait quand même souvent 2 chambres. En termes d'ambiance, on a trouvé de grandes différences entre tous les pays qu'on a visités, et surtout entre ceux dont précisément je pensais qu'ils seraient similaires. Donc Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge, là je vous disais, avant le départ je mettais tout le monde dans le même sac, et en fait non, on a eu des ressentis vraiment différents. La Thaïlande c'est vraiment très touristique, donc on a trouvé l'accueil un peu plus impersonnel, mais c'est un pays très vivant et très animé. À Bangkok, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est une grande capitale qui a autant de codes d'une grande ville que des codes asiatiques. Donc on va retrouver des métros, des grands centres commerciaux, des gratte-ciel flambant neufs. Et puis à côté de ça, on a une multitude de temples, on a des marchés en bordel, de la street food, des tuk-tuk, et puis la photo du roi. Partout, partout, partout. Au Laos, qui est quand même frontalier, sur une longue distance d'ailleurs, là on plonge dans un autre monde. C'est beaucoup plus paisible, c'est vraiment très calme, c'est champêtre. Vientiane, la capitale, a plus des allures de petite ville de province que de grande capitale. Dès qu'on s'aventure sur la ligne de train, on se rend compte de la mainmise chinoise sur l'économie du pays. C'est un truc de fou, c'est vraiment impressionnant. Et alors quand on arrive à Luang Prabang, là c'est l'explosion, on est littéralement envahi de touristes chinois.
c'est chez eux en fait. C'est vraiment très très impressionnant. Et bien en dehors de ça, le Laos c'est un pays assez pauvre, des villages, enfin voilà, vraiment très agricole. Peu d'infrastructures pour ses habitants. Je vous disais tout à l'heure, les routes, c'est la catastrophe par exemple. Par contre, dès qu'on est entré au Vietnam, on a senti l'effervescence de ce pays. En fait, directement après la frontière, on est rentré au Laos, on est rentré au Vietnam par le nord, à Dien Bien Phu. Et donc là, directement après le passage de la frontière, usine le long de la route vers Dien Bien Phu. Alors que côté Laos, on venait faire 2 heures de route de montagne, quoi, sans rien. Donc le Vietnam, là, c'est plutôt c'est un pays très nerveux et pas que dans les grandes villes. C'est-à-dire que les rues, c'est des alignements de commerces en tout genre, restaurants, etc. Il y a peu de temps mort. C'est vraiment, c'est rempli, c'est vivant, quoi. D'ailleurs, c'est beaucoup plus peuplé que le Laos aussi. Et au Cambodge, c'est un peu un entre-deux, entre le calme du Laos et l'effervescence du Vietnam. Mais le Cambodge, je trouve aussi que c'est particulier vu que, eux, ils se remettent quand même à peine du génocide des Khmers rouges, donc entre 76 et 79. Bon, pour ceux qui connaissent pas trop, en fait, en 3 ans, 8 mois et 20 jours, c'est précis, c'est à peu près 25% de la population cambodgienne qui a été éliminée. Donc forcément, en tant que pays, en tant que peuple, il y a de quoi être sonné, hein, et le processus de reconstruction est très lent. Surtout, là c'est peut-être mon analyse personnelle, hein, mais surtout que le pays a été pendant 40 ans aux mains d'un Khmer rouge repenti, et que maintenant c'est son fils qui est au pouvoir. Les responsables des atrocités commises n'ont jamais été recherchés. Seuls quelques gros bonnets ont été jugés et condamnés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par un tribunal international. Je trouve que la blessure est encore vive. Et en fait, quand on y pense, c'était il y a moins de 50 ans, quoi. Tous les Cambodgiens, finalement, connaissent quelqu'un, une famille, un voisin, un ami qui a été victime des Khmers rouges. Et sans le savoir, ils côtoient aussi peut-être d'anciens criminels. C'est quand même très étrange, quoi. Le sujet n'est tellement pas digéré là-bas qu'en fait, il est même pas enseigné dans les écoles. Donc, c'est dire un peu le chemin qu'il y a encore à parcourir. Mais tout ça, oui, enfin, c'est des processus très lents. En fait, il y a que le temps qui peut faire son œuvre et les historiens. Mais bref, tout ça pour dire quand même que le Cambodge est différent de ses voisins. L'héritage laissé par la France dans cette région se ressent aussi quand même dans l'ex-Indochine, donc Laos, Vietnam, Cambodge. Et si on peut imaginer une certaine uniformité économique à cette époque, aujourd'hui, en termes de développement, le Vietnam est beaucoup plus avancé que les deux autres. Le Cambodge arrive, et alors au Laos, c'est encore tout à faire, quoi. Et c'est les Chinois qui le font. Le Vietnam est assez surprenant quand même pour ça, parce que c'est aussi un pays qui a connu de longues années de guerre sur son territoire. Donc avec la présence des Français jusqu'en 1954, et la fameuse déculottée qu'ils ont reçue à Dien Bien Phu. Ensuite, le pays a été partagé en deux, donc partition orchestrée par les États-Unis, qui luttaient à l'époque contre le communisme pendant la guerre froide. Et en fait, le Vietnam n'a été réunifié qu'en 75 ans. Et suite à ça, les partisans de l'Occident, ils ont été priés de rentrer dans le droit chemin communiste. Donc les intellectuels du Sud ont fui en masse leur pays. C'était les boat people. Enfin bref. Donc c'est aussi une histoire récente assez mouvementée, quoi, pour ce pays, et qui n'est apaisé globalement que depuis les années 90. En gros, c'était hier, quoi. D'un point de vue politique, quand même, on retrouve quelques similitudes dans les systèmes politiques d'aujourd'hui. Enfin, je sais pas si système politique c'est vraiment le bon mot, mais par exemple, en Thaïlande, c'est un crime de critiquer la famille royale. Donc la liberté d'expression, la liberté de la presse, on oublie, quoi. Et en fait, c'est la même chose au Cambodge, avec la famille royale et le pouvoir en place. Et au Vietnam, c'est pareil avec le Parti communiste. Donc en fait, c'est des pays qui sont encore dans une histoire récente très mouvementée et où quand même les populations sont libres. Enfin, c'est des démocraties, mais oui et non quand même. Hein. Il y a un petit peu de marge de manœuvre, quoi. Voilà un peu notre perception des différents pays d'Asie que nous avons traversés ces derniers mois. Bon, bien sûr, le but c'était pas du tout d'être exhaustive, hein, mais tous ces différents sujets là, ça représente un peu notre connaissance de ces pays. Alors évidemment, ça reste partiel parce que on a passé que 2 ou 3 semaines dans chaque pays, au mieux 4 en Indonésie et en Philippines. Donc c'est trop peu pour bien connaître, maîtriser les sujets en profondeur et vous livrer une analyse complète, claire, etc. Donc
voilà, ne prenez pas ça comme un cours d'histoire ou de géopolitique ou de sociologie. C'est beaucoup notre ressenti, quoi. Mais en tout cas, après ces 4 mois et demi, finalement, on n'était pas lassés ni fatigués de l'Asie. Les paysages sont vraiment sublimes, tellement variés et époustouflants. On était un petit peu lassés quand même, il faut pas mentir. On était un peu lassés des temples de Bouddha. C'est-à-dire que là, je pense qu'on peut pas reparler tout de suite de Bouddha aux enfants. Ils en ont soupé. Et c'est vrai que pour ça, il y a une certaine redondance. Parfois aussi, dans certains paysages, on disait, là, il y a des grottes exceptionnelles. Ah oui, des grottes, mais bon, on a vu les grottes à Vang Vieng, on est passé dans les paysages de roches karstiques dans la baie d'Along. Il y a aussi des grottes, les grottes à Trangan dans la baie d'Along terrestre. Bon, voilà, il y a des choses après. Bon, quand on était arrivé au Cambodge, bon, les grottes, bof, quoi. On n'a pas fait, pas grave, parce qu'il y a parfois un petit peu de redondance en termes d'activité ou de paysage, de découverte, mais quand même sur la globalité des 4 mois, on a vu des choses quand même très très variées, quoi. Donc on s'est pas ennuyé finalement. En Asie, de manière générale, les gens sont très accueillants, très gentils. On mange bien, malgré le fait que nos enfants n'ont pas vraiment trouvé leur bonheur. Je trouve qu'on mange bien, que ce soit local ou occidental, parce qu'en fait, on trouve quand même souvent. Moi, j'ai quand même fait un petit tour du monde de la pâte carbo. Elles étaient bonnes. Presque toutes celles que j'ai goûtées, franchement, elles étaient bonnes, quoi. On ne se sent jamais en insécurité en Asie, ça c'est à souligner. C'est vraiment très agréable. On n'a jamais peur, quoi. Et on se déplace facilement. Donc, sur un voyage itinérant, c'est quand même agréable. Bref, c'était très, très agréable. On a adoré. Et là, donc, j'enregistre cette capsule après 2 semaines passées en Australie. Et j'ai l'impression que c'est en fait, l'Asie, c'est déjà loin, quoi. Et notre quotidien a tellement changé du jour au lendemain. Quand même une coupure radicale. Alors, j'ai l'impression qu'on est parti en vacances. Là, ouais, on est encore dans une période de lune de miel avec l'Océanie, avec l'Australie. Mais c'est un sentiment un petit peu étrange quand même, parce que c'est comme si on avait remis les compteurs à zéro, quoi. On arrête le tour du monde un peu, et on part en vacances. Très bizarre comme sentiment. Je vous raconterai tout ça dans une prochaine capsule, parce que là, nous nous apprêtons à rejoindre des voyageurs pour faire connaissance et prendre un petit appel. Donc voilà, vous savez tout. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et puis on se parle d'ici là sur Instagram. N'hésitez pas, c'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. Allez, à bientôt. Ciao. Retrouvez nos interviews de parents voyageurs un mercredi sur 2. On y parle tour du monde, bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. À bientôt!